Dans l'univers vibrant et mystique de Bob Marley, les noms qui résonnent le plus souvent sont ceux de Peter Tosh, Bunny Weller ou encore Rita Marley. Ces figures emblématiques ont marqué l'histoire du reggae, contribuant à forger l'image d'un artiste révolutionnaire, un prophète musical dont les chansons ont traversé les continents et les générations. Mais derrière ces lumières éblouissantes, il y avait un homme qui opérait dans l'ombre, avec une discrétion presque monastique, tenant les fils invisibles qui maintenaient tout en place. Cet homme, c'était Alan Skill Cole, un footballeur jamaïcain de légende qui devint le manager de tournée de Marley, son confident le plus intime, et le seul individu à qui Bob confia un jour qu'il ne pourrait jamais le rembourser pour sa loyauté inébranlable. Imaginez un instant, être la personne en qui Bob Marley plaçait la confiance absolue, partager ses secrets les plus profonds, et choisir de garder le silence pendant près de 50 ans. Cole n'était pas un simple spectateur de la gloire musicale, il était au cœur des moments invisibles au public, les ascensions fulgurantes, les déchirements internes, les révélations spirituelles, et les vérités privées qui définissaient l'homme derrière la légende. Aujourd'hui, alors que le monde commémore encore l'héritage de Marley, Alan Cole, décédé récemment à l'âge de 74 ans le 9 septembre 2025 à Kingston, en Jamaïque, a brisé ce silence avant sa mort. Ces révélations, issues d'interviews explosives comme celle accordée à Télévision Jamaïca en mars 2024 ou à Malika Lee Whitney en février 2024, ne se contentent pas de surprendre, elles rebattent complètement les cartes de ce que l'on croyait savoir sur Bob Marley. Elles mettent en lumière une fraternité qui a non seulement changé le reggae à jamais, mais qui a aussi influencé la culture mondiale de manière profonde et souvent méconnue. Né le 7 novembre 1950 à Kingston, Alan Cole fit irruption dans les gros titres jamaïcains dès la fin de son adolescence. Surnommé Skill pour son talent exceptionnel sur le terrain de football, il devint une icône sportive nationale. À seulement 15 ans, il fit déjà l'histoire en représentant la Jamaïque sur la scène internationale. Sa carrière le mena au Brésil, où il joua pour le Nautico Capibaribe en 1974, marquant un but dès son premier match contre le rival Sport Recife. Plus tard, il évolua dans la North American Soccer League, NASL, avec les Atlanta Chiefs aux États-Unis, et même avec le Santos FC en Jamaïque. Considéré comme l'un des plus grands joueurs jamaïcains de tous les temps, Cole incarnait la discipline, la vitesse et la créativité qui le distinguaient sur le gazon. Mais la vie de Cole prit un tournant légendaire lorsqu'elle croisa celle d'un jeune musicien de Trench Town nommé Robert Nesta Marley. Leur rencontre initiale fut symbolique, ancrée dans la passion commune pour le football. Au début des années 1960, lors d'un match informel au cœur de Trench Town, ce quartier pauvre de Kingston où la misère côtoyait les rêves les plus fous, Cole, déjà en pleine ascension sportive, aperçut pour la première fois Bob Marley. À l'époque, Marley n'était qu'un adolescent avec une guitare artisanale fabriquée à partir d'une boîte de sardines vide, des cordes de fil électrique et un manche improvisé. Ses rêves étaient plus vastes que les ruelles étroites du ghetto qu'il avait vu naître. Ils échangèrent peut-être un regard, un signe de tête discret, mais personne ce jour-là n'aurait pu anticiper l'ampleur du partenariat spirituel, créatif et révolutionnaire qui allait naître de cette rencontre fortuite. Le football, ce sport qui unissait les âmes jamaïcaines au-delà des classes sociales, devint le pont entre ces deux destins. Leur amitié véritable se forgea à la fin des années 1960, lorsque les Weller, composés de Marley, Peter Tosh et Bunny Weller, se séparèrent de leur label initial, Studio One, pour opérer de manière indépendante sous leur propre marque, YN Soulem. C'est à ce moment précis que Cole entra en scène, commençant à gérer les affaires du groupe avec une efficacité remarquable. Alors que les Weller s'imposaient progressivement dans le paysage musical jamaïcain, dominé par des rythmes ska évoluant vers le reggae, Cole apporta de l'ordre dans le chaos ambiant. Il mit à profit sa discipline sportive, forgée sur les terrains internationaux, et son expérience du monde, acquise lors de ses voyages au Brésil et aux États-Unis, pour naviguer les pièges vicieux de l'industrie musicale. À une époque où les artistes jamaïcains étaient souvent exploités par des producteurs sans scrupules, Cole devint un pilier de stabilité. Il organisait les tournées, gérait les finances, et veillait à ce que les Weller ne tombent pas dans les filets des contrats léonins qui pullulaient dans l'île. Mais le rôle de Cole dépassait largement celui d'un simple manager. Il était un bouclier humain, un protecteur fidèle qui absorbait les coups pour que Marley puisse se concentrer sur sa musique. Lorsque Marley se lança en solo en 1973, après la dissolution progressive des Wellers originaux, Cole devint son régisseur de tournée et sa main droite indéfectible. Ensemble, ils fondèrent Tuff Gong, le label indépendant qui deviendrait une légende du reggae. Selon Cole, dans une interview accordée à Mutabaruka sur la radio jamaïcaine en mars 2024,
Le nom Tuff Gong fut imaginé par Marley lui-même. Bob voulait quelque chose qui évoque la force inébranlable, quelque chose de costaud, comme le son d'un gong résonnant avec puissance. Il voulait un nom qui frappe fort, qui reste en mémoire, se souvenait Cole. Leur première sortie sous ce label inclut des classiques comme Trenchtown Rock, qui devint un hymne national en Jamaïque et un pilier de la culture reggae mondiale. Ce morceau, avec ses paroles évoquant les luttes quotidiennes du ghetto, When it hits you, you feel no pain, captura l'essence de la résilience jamaïcaine. Pourtant, leur lien allait bien au-delà des affaires professionnelles. C'était une amitié cosmique, une connexion spirituelle que Cole décrivait souvent comme un plan divin. Il aimait le football, j'aimais la musique, déclara Cole dans une entrevue avec Mutabaruka. C'était écrit dans les étoiles. C'est ainsi que nous nous sommes trouvés. Leurs passions respectives, la musique pour Marley, le football pour Cole, les avaient unis, et ce lien ne cessa de se renforcer au fil des ans. Marley, célébré dans le monde entier pour son charisme scénique et ses messages de paix, était en réalité d'une grande pudeur en privé. Peu de gens pénétraient au-delà de son sourire public et de son assurance sur scène. Cole, lui, voyait tout. Il était témoin des confidences intimes, des doutes profonds, des joies fugaces. Quand on conduisait pour vendre des disques dans les coins reculés de l'île, Bob me racontait des histoires personnelles, se rappelait Cole. Mais dès que quelqu'un s'approchait, il s'arrêtait net. C'était cette partie silencieuse que personne ne connaissait. Marley confiait à Cole non pas les réponses calibrées pour les interviews ou les communiqués de presse, mais la vérité brute, sans filtre. Et Cole, fidèle à sa parole, garda ses secrets enfouis pendant des décennies, refusant les offres alléchantes des médias ou des biographes opportunistes. Leur collaboration artistique était bien plus profonde qu'on ne l'imagine généralement. Cole est crédité comme co-auteur de plusieurs morceaux emblématiques de Marley, dont War, l'un des titres les plus engagés de l'artiste. Inspiré d'un discours de l'empereur éthiopien El Selassie devant les Nations Unies en 1963, War devint un cri de guerre contre le racisme, le colonialisme et les injustices globales. Les paroles puissantes Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned résonnent encore aujourd'hui comme un manifeste anti-oppression. Mais l'empreinte de Cole s'étend bien au-delà d'une seule chanson. Sous sa gestion et son influence créative, naquirent des titres légendaires comme Guava Jelly, Concrete Jungle, Lively Up Yourself, Natty Dread, Screwface et Bellyful, But We Hungry. Chacun de ces morceaux est un chapitre essentiel de la mythologie Marley, chacun protégé, façonné ou inspiré par la présence discrète de Cole. Par exemple, Concrete Jungle capture les réalités brutales de la vie urbaine en Jamaïque avec ses images de pauvreté et de survie, tandis que Bellyful dénonce la faim et l'inégalité sociale avec une urgence rythmique irrésistible. Cole n'était pas seulement un organisateur, il était un catalyseur créatif, aidant Marley à transformer ses visions en sons qui touchaient le monde. Cole fut également le témoin privilégié de l'éveil spirituel de Marley. Lorsque les deux hommes se rencontrèrent, Bob n'était pas encore un Rastafari convaincu. Cela vint plus tard, sous l'influence de Mortimer Plano, un ancien respecté du mouvement rastafarien, et d'autres figures comme Rassam Brown. Cole observa de près cette transformation. Marley adopta les dreadlocks, embrassa les principes de la non-violence, de l'unité africaine et de la vénération de El Selassie comme une incarnation divine. Il vit Marley passer d'un jeune musicien ambitieux à un croyant profondément connecté aux luttes spirituelles et politiques des Caraïbes et de l'Afrique. Cole ne se contenta pas d'approuver cette évolution, il l'aida à la concrétiser. Il organisa des voyages, navigua dans les enjeux politiques complexes comme les tensions entre les partis jamaïcains PNP et JLP, et maintint l'équilibre pendant que le prophète prêchait à travers sa musique. Et Cole vit aussi la douleur. Les pressions incessantes de la célébrité, la paranoïa croissante face aux menaces, les moments où Marley se sentait traqué non seulement par la maladie qui le rongeait, mais par des forces extérieures invisibles. Après l'attentat du 3 décembre 1976 à son domicile de Hope Road à Kingston, une fusillade qui blessa Marley, Rita et plusieurs membres de son entourage, et que certains attribuent à des motivations politiques liées aux élections jamaïcaines ou même à des ingérences internationales comme la CIA, c'est Cole qui resta à ses côtés. Il ne le quitta jamais, pas même lorsque Bob devint plus méfiant, isolé par la peur et la souffrance. Quand Marley fut diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux en 1977, suite à une blessure au pied lors d'un match de football, Cole fut témoin de son refus catégorique de l'amputation, guidé par sa foi rastafarienne qui interdisait de couper le corps. « Jah me protège », disait Marley.
Cole l'accompagna en Allemagne auprès du controversé docteur Joseph Issel pour des traitements alternatifs, et plus tard, dans son chagrin silencieux, il admit, peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui s'il avait fait plus confiance à la médecine conventionnelle. Le biopic One Love, sorti en 2024 et réalisé par Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Marley, était censé être une célébration cinématographique attendue depuis longtemps, un hommage vibrant à l'icône du reggae. Mais pour Alan Skil Cole, ce fut tout autre chose, une distorsion flagrante de la réalité, et dans certains cas, un mensonge pur et simple. Non, je ne l'ai pas regardé, déclara-t-il sans hésitation dans une interview avec Anthony Miller pour Entertainment Report en mars 2024. Parce que je ne pense pas que le film reflète ce qu'est réellement l'essence de Bob Marley. Cole n'était pas un critique marginal ou un opportuniste, il était le confident le plus proche de Marley, son manager de tournée, son co-auteur, son frère spirituel. J'étais le seul homme à ne jamais faire partie de sa feuille de paie, confia-t-il. Il disait à sa mère et à certains de mes amis que j'étais la seule personne qu'il ne pourrait jamais rembourser dans cette vie. Ce silence gardé pendant plus de 40 ans rend ses paroles d'autant plus saisissantes, et sa décision de parler ou peu avant sa mort, d'autant plus explosive. La critique principale que Cole adresse au film n'est pas qu'il tente d'honorer l'héritage de Marley, mais qu'il sacrifie la vérité pour y parvenir. Des relations essentielles ont été effacées, des scènes entières inventées. Pour Cole, One Love tient plus de la fiction que de la biographie. Si tu veux raconter une histoire, il faut être aussi honnête que possible, insistait-il. L'omission la plus flagrante et controversée, selon Cole, est l'effacement total de Cindy Breakspear, compagne de longue date de Marley et mère de son fils Damian Jr. Marley. Loin d'être un simple épisode secondaire, Cindy fut au cœur de la vie de Bob durant l'une des périodes les plus vulnérables et créativement intenses de son existence. Après la tentative d'assassinat de 1976, Marley s'exila à Londres pour échapper aux tensions politiques en Jamaïque. C'est là, dans ces années chargées d'émotions et de créativité, que Breakspear devint bien plus qu'une amoureuse. Elle fut une force stabilisatrice, un ancrage émotionnel. Elle était présente pendant l'enregistrement de l'album Exodus en 1977, considéré comme l'un des plus marquants de Marley, avec des hits comme Jamin, Waiting in Vain et Three Little Birds. Elle le soutint à travers les tempêtes politiques, les bouleversements spirituels et les pertes personnelles. Et pourtant, dans One Love, elle n'existe tout simplement pas. Cole n'a pas caché sa frustration lors de son interview avec Mutabaruka, parce qu'elle a joué un rôle aussi central dans sa vie à ce moment-là. C'était une relation authentique, profonde. Des scènes avec Cindy avaient apparemment été tournées, avec l'actrice britannique Umi Myers dans le rôle, mais toutes ont été supprimées du montage final, peut-être pour des raisons familiales ou narratives. Le film se concentre presque exclusivement sur Rita Marley, l'épouse de Bob et membre des E-Trees, le trio vocal qui l'accompagnait. Si l'importance de Rita dans la vie et l'héritage de Marley est indéniable, elle fut une partenaire musicale et une gardienne de son legacy après sa mort. La présenter comme son unique partenaire romantique déforme profondément la réalité. Cole va encore plus loin en révélant une vérité peu connue, Marley allait un peu partout en disant qu'il n'était pas marié. C'est ce qu'il racontait à toutes les filles. Cette révélation, partagée avec le poète et activiste jamaïcain Mutabaruka, a irrité Cole et bien d'autres. Elle met en lumière la complexité des relations de Marley, qui avait plusieurs enfants avec différentes femmes, reflétant une vie personnelle riche mais souvent tumultueuse. Ce qui a encore plus irrité Cole et Mutabaruka, ce sont certaines scènes qui, selon eux, relèvent totalement de la fiction. Par exemple, celle où l'un des hommes ayant tenté d'assassiner Marley en 1976 revient demander pardon. Dans le film, Marley lui tient la main, telle une figure christique, et lui accorde son absolution dans un moment de pardon divin. Bob Marley ne ferait jamais ça, Rasta, déclara Mutabaruka pendant leur discussion. Cole acquiesça vigoureusement. Ce moment, présenté comme un tournant émotionnel, n'a jamais eu lieu. Pas plus que l'image du producteur Clément Coxon Dodd dépeint comme un gangster façon western, une invention que les deux hommes ont jugée irrespectueuse envers l'histoire et la culture jamaïcaine. Ils ont juste inventé des trucs, déclara sèchement Cole dans son entrevue avec Caribbean National Weekly en février 2024. Le film évite également l'un des chapitres les plus essentiels et douloureux de la vie de Marley, la séparation avec Peter Tosh et Bunny Weller. Cole, qui gérait le groupe avant la rupture avec Chris Blackwell, fondateur d'Island Records, affirme que la véritable histoire est bien plus complexe que ce que montre One Love.
Alors que Cole jouait au Brésil avec Nautico en 1974, Marley l'informa par téléphone d'une montée des tensions au sein des Wailers. À son retour en Jamaïque, Cole tenta de calmer les choses, organisant des réunions et des médiations. Mais Tosh en avait assez, il refusa de continuer à enregistrer pour Blackwell, l'accusant d'avoir été irrespectueux durant leur tournée européenne. Bunny Wailer suivit peu après, lassé des dynamiques internes et des pressions commerciales. Cole essaya désespérément de réconcilier les membres, mais le mal était fait. Les Wailers remontèrent parfois sur scène ensemble, comme lors du concert One Love Peace en 1978 où Marley unit symboliquement les mains des rivaux politiques Michael Manley et Edward Seaga, mais ils ne retournèrent plus jamais en studio en tant que trio original. À la place, Marley forma les Itris avec Rita, Judy Mowat et Marcia Griffiths, et poursuivit sa carrière solo fulgurante. Mais la rupture entre Marley, Tosh et Wailer était bien réelle, douloureuse et définitive, marquée par des accusations mutuelles et des chemins divergents. Tosh et Wailer accusèrent Marley d'avoir monopolisé les crédits et les profits, tandis que Marley se sentait trahi par leur départ. Selon Cole, le film passe sous silence toute cette vérité pour offrir une version plus lisse, plus héroïque de l'histoire, évitant les conflits qui humanisaient ces légendes. Il aurait simplement fallu que des gens comme moi soient consultés pour raconter ce qui s'est vraiment passé, dit-il avec amertume. Mais les réalisateurs ne l'ont jamais approché, malgré son rôle central. Malgré son rôle pivotal dans l'ascension mondiale de Bob Marley, de la fondation de Tuff Gong à l'apaisement des tensions au sein des Wailers, en passant par la coécriture de chansons comme Raras ou Johnny Was, Alan Skill Cole n'est même pas mentionné une seule fois dans le biopic One Love. Pas un nom à l'écran, pas une allusion à son rôle de manager de tournée, de co-auteur ou d'ami intime. Pour un homme qui a contribué à façonner des classiques comme Raras, une critique acerbe de la politique jamaïcaine, ou Johnny Was, inspiré de la mort tragique du frère du chanteur Delroy Wilson, cette omission dépasse le simple oubli. C'est un effacement délibéré, une réécriture de l'histoire qui prive le public d'une perspective authentique. Même Cole fut choqué, « Je me demande pourquoi », lança-t-il en interview. Pour lui, la raison pourrait résider dans sa rupture de longue date avec Chris Blackwell, le fondateur d'Island Records, une figure majeure dans la carrière de Marley qui produisit des albums comme Catch a Fire et Burna. Leur relation s'est détériorée depuis des décennies, marquée par des différends personnels et philosophiques. C'est le genre de personne qui se croit suprême et intouchable, dit Cole. Mais quand il traite avec un homme comme moi, ce genre de vocabulaire ne marche pas. Ces tensions pourraient bien avoir influencé l'effacement de Cole dans la narration du film, qui prétend pourtant raconter la vérité sur la vie de Marley. Selon Mutabaruka, bien d'autres, lui y compris, ont vu leur contribution supprimée ou réduite à presque rien dans One Love. Le problème, ce n'est pas simplement que le film a oublié certaines personnes, c'est qu'il a redessiné le monde de Marley en excluant tous ceux qui ne cadraient pas avec une version édulcorée de l'histoire. La plupart des gens qui étaient là à l'époque, qui faisaient vraiment partie de sa vie, sont maintenant décédés, confia Cole. Alors, les réalisateurs peuvent se permettre tout ça. Les jeunes qui verront le film ne comprendront pas. Ils ne connaissent rien de cette histoire réelle. C'est là que réside l'inquiétude la plus profonde de Cole. Ce n'est ni une question d'argent ni de reconnaissance personnelle. C'est une question de vérité historique, de préservation d'un héritage authentique contre les distorsions hollywoodiennes. One Love a rapporté plus de 146 millions de dollars dans le monde, devenant un succès commercial malgré des critiques mitigées, 42% sur Rotten Tomatoes, notant son approche formulaïque des biopics musicaux. Mais selon Cole, il a vendu au public une illusion, une version sanitée qui ignore les complexités. « Je ne suis pas fâché par ce qu'ils ont fait, dit-il. C'est juste triste de voir que ces choses arrivent. » Soyons clairs, Cole ne tenait pas Rita Marley pour responsable de tout. Au contraire, il parlait d'elle avec respect, reconnaissant son rôle pivotal. « Elle connaît la vérité », affirmait-il. Et il saluait les efforts de Rita et des enfants de Bob comme Ziggy, Cedella et Damian, pour préserver son nom et son héritage à travers la fondation Bob Marley et des projets comme le musée à Nine Mile. Mais cela ne rend pas les omissions plus acceptables. Le film dépeint Marley comme une sorte de saint, un révolutionnaire fidèle, un héros unidimensionnel. Mais Cole affirmait que ce n'était pas lui. Marley était complexe, tourmenté, passionné et parfois profondément imparfait. Un homme qui aimait intensément, qui luttait avec ses démons, qui prophétisait à travers sa musique. C'est cela qui faisait de lui un humain relatable, et c'est selon Cole ce que le film a tragiquement manqué. Cole n'était pas amer.
Il ne cherchait pas à annuler qui que ce soit, mais il refusait aussi de rester silencieux plus longtemps. Peut-être qu'un jour on pourra raconter la vraie histoire, dit-il dans l'une de ses dernières interviews en mai 2025 avec HP Chatera CK Studio. Puis, après une pause réfléchie, il ajouta « On la racontera cette histoire parce que moi je l'ai ». Avant sa mort, il travaillait sur ses mémoires, un livre qui, selon lui, offrirait enfin aux fans le vrai Bob Marley. Pas celui fabriqué par des comités de production, pas celui calibré pour le box-office, mais le pouvoir caché derrière la légende. Selon Alan Skill Cole, il existait une autre facette de Bob Marley que le monde n'a encore fait qu'effleurer. Une facette plus profonde que les paroles de ses chansons, plus puissante que la musique elle-même. Marley, affirmait Cole dans des révélations datant de 2013 et reprises en 2016 par le Jamaica Gleaner, était médium. Avant la scène internationale, avant les dreadlocks iconiques, avant le mythe planétaire, il y avait un garçon dans le village rural de Nine Mile, dans la paroisse de Sainte-Anne. Bob Marley, né dans la pauvreté la plus crue et baigné dès l'enfance dans une atmosphère de mysticisme jamaïcain au mélange de folklore africain, de christianisme et de croyances ancestrales, avait en lui ce que Cole appelait une énergie mystique naturelle. Enfant, Marley lisait les lignes de la main des villageois. Les gens faisaient la queue pour qu'il leur dise leur avenir, racontait Cole. Ce n'était qu'un petit garçon, mais il savait des choses sur les gens, des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Ce n'était pas un jeu ni un tour de magie, c'était instinctif, un don inné qui effrayait autant qu'il fascinait. Marley discernait les secrets, prédisait des événements mineurs, offrait des insights qui se révélaient souvent exacts. Mais ce don, cette capacité presque surnaturelle à voir au-delà du voile du présent, fut vite réprimée. Lorsque Marley suivit sa mère à Kingston et fut introduit aux anciens rastafariens comme Mortimer Plano, ils lui conseillèrent d'arrêter. Ils ont dit que c'était de la diablerie, une pratique païenne incompatible avec la pureté rastafarienne, rapportait Cole. Alors, Marley laissa tomber ses pratiques publiques. Même lorsqu'il retournait à Nine Mile et que les gens continuaient de venir, espérant qu'ils lisent leur avenir, il refusait poliment « Je ne fais plus ça ». Mais selon Cole, le don n'a jamais disparu complètement. Il s'est simplement transformé, canalisé en vision, en rêve prophétique, et finalement en musique. Cole se souvenait parfaitement d'un moment révélateur. Un jour, au début des années 1970, Marley se tourna vers lui et déclara avec assurance « Je vais construire le meilleur studio de Jamaïque ». Cole, pragmatique et les pieds sur terre, éclata de rire. Cela semblait irréaliste, un rêve trop grand pour un jeune du ghetto sans ressources massives. Mais Bob le fixa dans les yeux et dit « Tu vivras assez longtemps pour le voir ». Des années plus tard, ce rêve se matérialisa sous la forme de Tuff Gong International, l'un des studios les plus influents et respectés des Caraïbes, où des artistes comme Jimmy Cliff et Burning Spear enregistrèrent. Et ce ne fut pas la seule prédiction. Marley confia à Cole que le reggae atteindrait les quatre coins du monde, que One Love lui survivrait, que les gens ne se contenteraient pas d'entendre la musique, ils la ressentiraient profondément. When it hits you, you feel no pain, disait souvent Marley, une phrase tirée de Trenchtown Rock qui devint proverbiale. Ce qu'il ne disait pas explicitement, c'est que si elle touchait les âmes, c'était parce qu'il l'avait déjà vu venir dans ses visions. Pour ceux qui écoutaient vraiment, les chansons de Marley n'étaient jamais seulement des appels à la justice sociale ou à la résistance spirituelle. C'étaient des avertissements, des prophéties voilées. Prenez Raras, coécrite avec Cole, il l'a écrite en réaction à ce qui se passait politiquement en Jamaïque, expliquait Cole. Mais ce n'était pas juste pour l'époque. Ça se passe encore aujourd'hui. C'est une prophétie sur la course effrénée du monde moderne. De même, Johnny Was raconte l'histoire d'un jeune homme doué abattu par une balle perdue, mais pour Cole, ce n'était pas une fiction. Johnny était réel, c'était le frère de Delroy Wilson. Bob le respectait énormément. Dans ce refrain bouleversant « Women Older Red and Cry », Marley ne transmettait pas seulement une émotion, il canalisait une vision, une scène qu'il avait vue dans son esprit avant même qu'elle ne soit chantée. Même Rastaman Vibration, avec sa phrase répétée « Picking up, are you picking up now ?» n'était pas un simple gimmick musical. Elle venait directement du prophète Gad, Joseph Hill, chef des 12 Tribes of Israel, qui demandait souvent à ses fidèles s'ils captaient son message spirituel. Pour Marley, ce n'était pas une métaphore, c'était une communication réelle avec le divin. D'après Cole, Marley parlait peu en public, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il avait trop de choses qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement. C'était un homme en mission, disait-il. Il n'était pas sociable, il n'était pas ouvert. La plupart du temps,
c'était juste Trench Town, le studio. Cole devait souvent l'encourager à sortir, à rencontrer les gens, à partager des moments humains. Je devais l'aider à socialiser, expliquait-il. Ce n'était pas naturel chez lui. À la place, Marley se confiait en privé, pendant les longs trajets en voiture pour vendre des disques, lors des entraînements de foot tard dans la nuit. C'est là que les visions survenaient, il se taisait soudain, restait immobile, puis lâchait une vérité qui n'était pas encore arrivée. Il m'a dit tant de choses, confiait Cole, dont certaines que je ne peux même pas révéler. Pas encore. L'image publique de Marley est celle d'un rebelle rocksteady, rébellion, dreadlock, droiture morale. Mais Cole dressait un portrait plus doux, plus triste. Derrière la façade dure, Bob était tendre à l'intérieur, disait-il. Il a écrit Misty Morning en mémoire d'un ami perdu, Cry Tomb comme un plaidoyer émotionnel, One Love comme un appel à l'unité teintée de chagrin personnel. Même son perfectionnisme en studio venait d'une pression intérieure qu'il exprimait peu. Cole se souvenait que Bob détruisait sans cesse les masters de vinyle jusqu'à ce que Raras sonne exactement comme dans sa tête. Il dormait très peu, ajoutait Cole. Il croyait que si un homme dormait trop, il passait à côté de sa destinée. Pour Bob Marley, le sommeil était l'ennemi du destin, une perte de temps précieux dans une vie qu'il savait limiter. À l'approche de sa mort, le fil médiumnique refit surface avec intensité. Cole se souvenait de leur dernière conversation, profonde, mystique, pleine de sens cachés. Les gens ne meurent jamais, lui dit Bob. Ils font une transition. Il savait qu'il partait, mais il savait aussi que sa musique lui survivrait. Il le ressentait, il le voyait, il l'avait prophétisé dans des chansons comme Redemption Song, où il chantait sa propre libération spirituelle. Et son testament? Marley n'en a jamais signé de formel, parce que ce qu'il voulait à ce moment-là ne lui était pas accessible, disait Cole, laissant entendre des vérités plus profondes encore à révéler, peut-être liées à des disputes familiales ou à des visions non réalisées. Aujourd'hui, Cole admettait qu'il restait des choses qu'il n'avait pas encore partagées. Certaines seront dans le livre, promettait-il avant sa mort. Mais selon lui, la dimension médiumnique de Marley devait être comprise maintenant, car c'est la clé pour déchiffrer le reste de son œuvre. À ses yeux, Marley n'était pas seulement inspiré par le rastafarisme, il était un voyant à part entière. Ses visions guidaient ses chansons, ses choix de vie, même ses affaires. Il avait prédit sa gloire avec Legend, sa chute avec le cancer, et les batailles qui entouraient son héritage, des disputes légales sur les droits d'auteur aux controverses autour de One Love. Bob était médium, répétait Cole avec conviction, et le monde l'ignore complètement. Alan Cole ne cherchait pas à se venger. Il voulait simplement dire la vérité, corriger les récits falsifiés. Pendant des années, il est resté silencieux pendant que le monde remodelait l'histoire de Bob Marley. Il a laissé faire, par loyauté ou par discrétion. Mais avant de nous quitter, il a entrepris d'écrire ses mémoires, la vraie histoire, celle que lui seul pouvait raconter. On racontera cette histoire parce que moi je l'ai. Ce ne sera pas le Marley des affiches publicitaires ni des gros titres sensationnels. Ce sera l'enfant qui lisait les lignes de la main à Nine Mile, l'homme qui voyait les choses avant qu'elles n'arrivent, le visionnaire caché derrière la légende. Et quand cette vérité éclatera enfin au grand jour, que se passera-t-il? Le reggae, la Jamaïque, le monde entier pourrait bien redécouvrir Bob Marley sous un jour nouveau, plus mystique, plus humain. Restez avec nous pour explorer plus en profondeur ces révélations. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, partagez-la pour diffuser la vérité, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires sur les légendes du reggae. Car l'héritage d'Alan Cole, comme celui de Bob Marley, ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé.